Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les bases de la virologie. Donc on va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un virus? Et pour répondre à cette question, on va voir différents aspects justement de la virologie. D'abord, je vais présenter la découverte des virus, comment on les a découverts, ces fameux virus. Ensuite, je vais présenter la structure des virus, vous allez voir qu'il y en a d'une grande diversité. Je vais expliquer comment les virus envahissent leur hôte, comment ils se répliquent à l'intérieur des cellules. Et à la fin, on essaiera d'établir une définition précise pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un virus? Alors, je vous ai mis là ce que l'on appelle le buisson de la vie. Le buisson de la vie, c'est, si vous voulez, le catalogue de tous les êtres vivants, alors en surface de tous les êtres vivants qui existent actuellement, et vous avez plusieurs domaines parmi les êtres vivants existants actuellement, les bactéries, d'autres cellules qui sont sans noyau, les archées, et puis nous, les eucaryotes, les organismes avec des cellules à noyau, parmi lesquels on trouve les champignons, les végétaux, et puis nous, les animaux. Dans le buisson de la vie, on trouve, si vous allez vers le centre, tous nos ancêtres jusqu'à l'ancêtre commun universel qui a vécu il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Alors voilà, je vous l'ai dit, parmi tous ces organismes, ce sont les organismes des êtres vivants, et leur point commun à tous, c'est qu'ils sont dotés de cellules. D'au moins une à plusieurs cellules, et certaines d'entre elles sont capables de se multiplier de manière autonome. Voilà. Donc c'est vraiment la caractéristique fondamentale des êtres vivants. Alors vous avez vu dans ce buisson, pas de virus. Et pour cause, les virus ne sont pas à proprement parler des organismes vivants, étant donné que effectivement ils n'ont pas de cellules, les virus n'ont pas de cellules, et puis les virus ont nécessairement besoin d'un hôte pour se répliquer. Alors, comment on les a découverts, ces fameux virus? Tout a commencé à la fin du 19e siècle, en étudiant en fait un virus particulier qui est le virus qui cause la mosaïque du tabac. Alors la mosaïque du tabac, c'est une maladie qui touche les plantes de tabac et qui donne ces fameuses petites taches que l'on trouve sur les feuilles des plantes de tabac. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce scientifique qui s'appelait Dimitri Ivanovski en 1883? Eh bien, il a récupéré la sève infectée et il l'a filtrée sur ce que l'on appelle des bougies de Chamberland. Alors, des bougies de Chamberland, c'est des dispositifs de porcelaine qui permettent normalement de filtrer toutes les bactéries que l'on peut trouver dans un liquide. Et donc, il récupère ce filtrat et il infecte un nouveau plant, sain au départ, et qu'est-ce qu'il observe? Il observe que le plant devient infecté lui aussi. Donc, il en déduit que l'agent infectieux qui est responsable de cette maladie doit être de toute petite taille. Alors, il ne rejette pas l'hypothèse d'une petite bactérie, mais il pense surtout à une toxine. Quelques années plus tard, un autre scientifique qui s'appelle Martinus Beijerinck fait une autre expérience. Alors déjà, il reproduit les résultats de Dimitri Ivanovski, il se dit « non, c'est pas une bactérie qui est impliquée », et lui, il va faire des dilutions de la sève infectée. Il va se rendre compte de la même manière que le même effet est induit par même une forte dilution de la sève infectée. Et donc il pense que l'organisme, l'agent infectieux qui est responsable de la maladie, doit être un agent infectieux donc non bactérien et qui est capable de se répliquer, de se multiplier dans l'organisme hôte. Il appelle ce nouvel agent infectieux, qui n'est pas bactérien, un virus, ce qui signifie poison ou venin en latin. Alors pour finir cette petite histoire, voici ce scientifique, Wendell Stanley, qui en 1935 a réussi à isoler l'agent infectieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a, on dit, cristallisé, il a fait un cristal de cette particule infectieuse qui a permis aux scientifiques, quelques années plus tard, d'observer le virus là, qui pousse sur les feuilles de plantes de tabac au microscope électronique. Et au microscope électronique, on reconnaît cette fameuse particule infectieuse qui a, comme cela, cette forme de bâtonnet. Alors la taille des virus, ce sont des choses qui sont particulièrement petites. Je vous ai mis là une échelle, qui est une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque petit cran, ici, on diminue de 1000 la taille. Donc on a le mètre, le millimètre qui est 1000 fois plus petit que le mètre, le micromètre qui est 1 million de fois plus petit que le mètre, et le nanomètre qui est 1 milliard de fois plus petit que le mètre. Nous on est où? On est là, les organismes multicellulaires, les animaux souvent là, ont une taille qui va être de l'ordre du mètre. Si on prend un de nos tissus maintenant, par exemple la peau, et qu'on en fait une coupe,
on va se rendre compte, on va être sur des échelles de grandeur de l'ordre du millimètre. Si maintenant on prend une cellule, donc une cellule à noyau de ce tissu, on va plutôt être dans ces ordres de grandeur-là, entre le micron et le millimètre. En fait, une cellule d'eucaryote fait généralement la taille de 10 microns ou un peu plus. Si maintenant on va prendre une bactérie de notre intestin, donc c'est une cellule qui n'a pas de noyau, elle est un peu plus petite, eh bien elle va généralement avoir une taille d'environ 1 micron. Et les virus, ils sont où là? Ils sont encore plus petits, puisqu'ils sont parfois 10 à 100 fois plus petits que ça encore. Les plus petits peuvent faire 10 nanomètres, les plus gros pour les virus géants atteindre la même taille que les bactéries à 1 micron. Mais voilà, ce sont vraiment des choses qui sont particulièrement petites, des agents infectieux qui sont très petits. Et alors le point commun des virus et des êtres vivants, bactéries ou eucaryotes, c'est qu'ils portent un génome propre, sous la forme d'ADN ou d'ARN, ce qu'on appelle des acides nucléiques. Alors là, je vous ai mis une petite comparaison pour se rendre compte de la taille des virus. L'immeuble de 3 étages, là, c'est une cellule animale. L'homme sur le devant de la porte, c'est une bactérie. Et la petite souris ici, c'est un virus. Donc imaginez la taille que fait en réalité un virus, une souris par rapport à un immeuble de 3 étages, quand l'immeuble de 3 étages est une cellule animale. Alors les virus, on peut les classer en fonction de leur génome ou en fonction de leur structure. Qu'est-ce qui fait un virus au minimum? Eh bien, c'est un génome, ADN ou ARN, plus une capside protéique. C'est une espèce de coquille qui va entourer, une coquille de protéines, qui va entourer le génome et le protéger. Ces virus-là, on les appelle des virus nus. Mais il peut aussi y avoir des virus enveloppés, c'est-à-dire qu'en plus du génome et de la capside, les virus enveloppés vont porter une enveloppe qui entoure l'ensemble, qui est faite d'une membrane de lipides, de la même manière que ce qu'on trouve dans les membranes des cellules, et pour cause, souvent en fait, généralement, cette enveloppe est issue de la cellule infectée. Alors un mot assez important sur le génome des virus. Donc je vous l'ai dit, il est porté, comme dans toutes les cellules vivantes, et du coup aussi pour les virus, par les acides nucléiques. Alors il y en a de deux types, l'ADN ou l'ARN. Qu'est-ce que c'est que ces molécules? En fait, ce sont des polymères, donc des assemblages de plus petites molécules, donc qui portent un nom. Pour l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, et pour l'ARN, l'acide ribonucléique. La base fondamentale vraiment des acides nucléiques, c'est justement des bases azotées. En fait, il y en a de 4 types pour chaque molécule. On leur donne des petites lettres, adénine, thymine, guanine, cytosine, donc A, T, G, C dans l'ADN. Et puis pour l'ARN, C, G, A, U. Et alors, c'est ce qu'on appelle des bases azotées. Et en fait, la succession des bases azotées, c'est ça qui donne la formation génétique. C'est ce qu'on appelle la séquence que l'on trouve sur l'ADN ou sur l'ARN. Cette base azotée, elle n'est pas toute seule dans la molécule. En fait, elle est reliée systématiquement à un sucre. Le désoxyribose dans l'acide désoxyribonucléique, c'est ce qui donne son nom, et le ribose dans l'acide ribonucléique, pareil, c'est ce qui donne son nom. Et ensuite, vous avez donc la base azotée, le sucre, qui est accroché à un petit groupement chimique qu'on appelle un groupement phosphate. Et l'ensemble phosphate plus ribose ou désoxyribose plus base azotée forme ce qu'on appelle un nucléotide, un désoxyribonucléotide de l'ADN ou un ribonucléotide pour l'ARN. Et en fait, ces nucléotides sont capables de s'associer les uns avec les autres pour former un brin d'une molécule d'acide désoxyribonucléique ou d'acide ribonucléique. Cela se fait selon un certain sens, l'assemblage, la polymérisation de ces nucléotides se fait, on dit, du sens 5' vers 3'. Alors, jetons un œil un peu plus précis à la structure de l'ADN. En fait, il y a bien 2 brins dans l'ADN. Et il peut aussi y en avoir dans l'ARN des virus, on va le voir. Il y a 2 brins, pourquoi? Parce qu'en fait, un nucléotide qui porte par exemple la lettre A peut s'associer, s'apparier, avec un nucléotide qui porte la lettre T. Donc vous avez par exemple ici l'adéine, A, la thymine, T, qui peut s'associer l'un avec l'autre, et ainsi de suite pour chaque nucléotide d'un brin. Et donc vous avez ainsi la structure de l'ADN avec un brin qui s'apparie avec un autre brin et qui donne la fameuse forme en double hélice de l'ADN. Donc ça c'est la forme la plus courante de l'ADN dans nos cellules à nous.
L'ARN, lui, dans nos cellules à nous, est plus souvent sous forme simple brin. Il peut former, les bases peuvent aussi s'apparier pour former des boucles. Et alors, par contre, dans les virus, tout est possible. On peut trouver des ADN double brin, des ADN simple brin, des ARN double brin, des ADN simple brin, et chaque type peut former un génome viral. Alors juste quelques petits exemples, on va essayer de voir quelques petits exemples. Ici, les virus ARN. Alors les virus ARN, je vous ai dit, il y en a qui portent un virus ARN simple brin, d'autres des virus qui portent un génome ARN double brin. Alors parmi les ARN simple brin, on va distinguer les virus ARN qui portent un génome de polarité positive et d'autres qui portent un génome de polarité négative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, polarité positive, ça veut dire que le génome se lie directement dans son sens dans lequel il a été assemblé, de 5' vers 3', alors que le génome qui lui se lie sous forme 3', 5', doit forcément passer par un intermédiaire pour pouvoir, entre guillemets, être lu par la cellule infectée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme virus dans chacune de ces familles? Dans le virus ARN de polarité positive, eh bien vous allez trouver le virus de la polio, cette tête-là, et puis les fameux coronavirus, dont le SARS-CoV-2 qui nous intéresse actuellement. Parmi les virus ARN de polarité négative, cette fois-ci on va trouver les filovirus, dont font partie les virus qui causent la maladie Ebola, et puis les rhabdovirus, dont fait partie le virus de la rage. Parmi les virus ARN double brin, cette fois-ci, eh bien on va voir les rotavirus, dont certains sont capables de provoquer des gastro-entérites. Voici maintenant des virus à ADN. Alors, des virus à ADN simple brin, il y en a assez peu. Il y a ici, je vous donne une famille, ceux des parvovirus. Les parvovirus sont des virus à ADN simple brin. Et puis vous avez des virus, cette fois-ci à ADN double brin. Parmi ces virus à ADN double brin, plus nombreux, vous allez retrouver le fameux papillomavirus, les virus de la famille des poxyvirus, dont la variole fait partie, et puis les virus de la famille des adénovirus, dont certains peuvent causer des conjonctivites. Et alors ces adénovirus aujourd'hui sont très utilisés en recherche pour faire par exemple du génie génétique. Très bien. Alors, allons un peu plus loin. Là je vous ai mis des familles de virus en fonction de leur génome. On peut classer les virus en fonction de leur structure. Donc je vous ai parlé des virus nus. Donc un virus nu, c'est un virus avec un génome, ADN ou ARN, et simplement entouré d'une capside. Parmi ces virus-là, on retrouve le virus de la mosaïque du tabac, qui a servi à la découverte des virus, donc avec sa fameuse capside en bâtonnet et puis un génome ARN à l'intérieur. Les adénovirus, dont je viens de vous parler, qui eux sont des virus à ADN double brin, qui ont cette capside de forme polyédrique, qui a aussi des fibres caractéristiques qui forment des pointes qui servent à l'entrée du virus dans la cellule. Alors, un autre virus qui lui peut envahir les bactéries, qu'on appelle des bactériophages, qui ne sont pas des virus nus au sens strict, ce sont plutôt, on dit, des virus composés. En fait, c'est une capside en plusieurs parties, et qui a justement cette forme très originale en module lunaire. L'ADN est contenu dans la tête ici, et en fait il peut être injecté à l'intérieur de la cellule à l'aide de ce corps dont dispose le bactériophage, et dont les fameuses pattes qui permettent de s'accrocher à la paroi bactérienne. Quelques virus enveloppés maintenant, comme exemple, les cytomégalovirus. Donc des virus enveloppés, c'est quoi? Je rappelle, ce sont des virus avec un génome, une capside, et puis une membrane issue de la cellule infectée. Et donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces virus-là exactement? Donc par exemple le cytomégalovirus avec son génome à ADN double brin, on va retrouver la capside, et puis une membrane qui entoure l'ensemble, dans lequel on va retrouver des glycoprotéines dans cette enveloppe. Parmi les virus enveloppés, on retrouve aussi le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui donne le sida. Pareil, alors là c'est un virus à ARN. Autour du génome, vous retrouvez la capside, et puis une enveloppe avec certaines glycoprotéines enchâssées dans la membrane de l'enveloppe, qui aussi servent à l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule. Parmi les virus enveloppés, vous pouvez retrouver, pour l'exemple aussi, les virus de l'herpès ou les rhabdovirus dont font partie le virus de la rage. Alors, structure, type de génome, tout ça, ça va dicter des comportements différents pour les virus, et notamment différents modes de réplication, différents modes d'entrée dans les cellules, différentes manières de se multiplier, de répliquer leur génome. Alors on va voir comment ça marche. Alors pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'un virus, ça doit détourner des processus inhérents au fonctionnement des cellules.
ils vont détourner les fonctionnements normaux qui permettent aux cellules de fonctionner. Alors qu'est-ce qui permet aux cellules de fonctionner? Essentiellement, entre autres, mais majoritairement, ce sont des protéines. Pour produire ces protéines, eh bien, il y a tout un processus qui fait à la base intervenir notre génome, nos gènes. Donc pour nos cellules à nous, l'ADN, il est à l'intérieur du noyau. Nos gènes sont portés par l'ADN à l'intérieur du noyau. Il faut produire des protéines dans un autre compartiment de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme est lui-même entouré d'une membrane qu'on appelle la membrane plasmique. Comment on va produire des protéines dans le cytoplasme avec l'ADN dans le noyau, sachant que l'ADN ne peut pas sortir comme ça? Alors, il y a plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes. Alors, la première étape, c'est la production d'un messager. Il faut que l'information puisse passer du noyau vers le cytoplasme. Donc on va produire un messager sous la forme d'ARN. Et cet ARN, donc, il est produit par un processus qu'on appelle la transcription. Donc on va transcrire le gène pour produire un ARN messager. Cet ARN messager sort du noyau et va vers différents compartiments du cytoplasme pour être ensuite, on dit, traduit, une traduction qui se passe. On va traduire les nucléotides en acides aminés de protéines. Donc on va produire une protéine, qui là est encore une bébé protéine, c'est une protéine qui n'est pas mature, qui n'est pas adulte, et qui doit encore subir des maturations, des modifications. Ça se passe dans d'autres compartiments. Au final, la protéine va prendre sa conformation finale. Et si par exemple elle doit être sécrétée à l'extérieur de la cellule, eh bien, elle va être compactée à l'intérieur de vésicules. Les vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique et vont faire sortir la protéine de la cellule. Et bien en fait, c'est tous ces mécanismes-là qui vont être détournés par les virus lorsque les virus infectent la cellule hôte. Alors voici les étapes de la réplication du virus. Voici une cellule faite très schématiquement. La forme du virus à l'extérieur d'une cellule, c'est ce qu'on appelle un virion. Donc première étape, l'entrée du virion à l'intérieur de la cellule. Deuxième étape, eh bien le virion rentré dans la cellule, va libérer son génome, et puis les protéines de sa capside, de son enveloppe, vont se désagréger dans les membranes ou dans le cytoplasme. Là, c'était la deuxième étape. Donc là, si par exemple on a un virus à ADN, eh bien l'ADN, il peut être transcrit en un ARN, et puis il peut être répliqué, multiplié. Et c'est exactement ce qui va se passer. Troisième étape, expression des protéines virales et réplication du génome. C'est-à-dire que l'ADN va être répliqué, son génome va être multiplié, et puis l'ADN va être transcrit en ARN pour produire des protéines de capside, des protéines structurales du virus. D'autres protéines virales peuvent servir à la réplication du génome ADN. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien tout simplement assemblage des protéines avec les nouveaux génomes répliqués, et formation de nouveaux virions. Libération de nouveaux virions, à partir d'un seul virion, une cellule infectée peut produire plein de nouveaux virions. Alors, plus précisément, en fait, il y a des modalités un peu différentes, justement en fonction du type de virus qu'on a. Virus ADN, virus ARN, virus enveloppé, virus nu. Alors là, on va prendre juste deux exemples. L'adénovirus, pour un virus nu ADN, et puis les coronavirus, pour les virus enveloppés à ARN. Alors d'abord, les adénovirus, qui sont des virus nus à ADN. Donc, dans un adénovirus, qu'est-ce qu'on trouve? Un ADN double brun, et puis une capside protéique. Vous vous souvenez, dans l'adénovirus, il y a ces fameuses fibres glycoprotéiques qui permettent aux cellules de se fixer à la cellule. Donc en fait, ces glycoprotéines vont fixer un récepteur d'entrée, une petite protéine située sur la membrane plasmique de la cellule à infecter. Ça va induire un processus qu'on appelle l'endocytose, ce qui fait qu'en fait, une fois que le virion s'est fixé à son récepteur d'entrée, la membrane va se replier sur elle-même et va intégrer le virion à l'intérieur. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, le virion se libère de sa vésicule, il entre dans le cytoplasme, et là il se désagrège, il libère son génome dans le cytoplasme, ainsi que des protéines, ainsi que ses protéines de structure. Certaines pour l'adénovirus vont faire un pont dans la membrane du noyau pour permettre au génome viral d'entrer dans le noyau. Et là, que se passe-t-il? Il y a intégration dans le génome humain. Le génome viral s'intègre dans le génome humain. Et là, eh bien, c'est toute la machinerie de réplication qui va se mettre en branle pour répliquer le nouveau génome. Alors, ça ne se passe pas tout de suite comme ça. D'abord, il y a des gènes précoces du génome viral qui vont s'exprimer avec des ARN messagers précoces, qui vont produire des protéines précoces, qui vont servir justement à la machinerie de réplication du virus.
Ensuite, ces protéines sont réintégrées à l'intérieur du noyau et vont faire la multiplication, la réplication du génome viral. On a alors plein de génomes viraux nouveaux qui sont créés, et là, il va y avoir des gènes tardifs qui vont s'exprimer. Et ces gènes tardifs sont transcrits en ARN messager tardif. Ces ARN messagers tardifs sortent dans le cytoplasme, vers des compartiments cytoplasmiques, pour être traduits en protéines tardives. Et ces protéines tardives, ce sont essentiellement des protéines structurales, des protéines de la capside de l'adénovirus. Elles sont aussi réintégrées à l'intérieur du noyau, et là, que se passe-t-il? Formation de nouveaux virions à l'intérieur du noyau, libération des virions, colonisation des virions de la cellule, et sortie de nouveaux virions à l'extérieur de la cellule. Voilà. Donc ça, c'est pour les adénovirus. Voyons maintenant ce qui se passe pour les coronavirus. C'est eux qui nous intéressent en ce moment. Donc là, j'ai pris l'exemple de ce qui est connu, essentiellement pour le SRAS de 2003. Semble-t-il, les mécanismes semblent assez proches pour le SRAS 2019-2020, mais s'il existe encore des zones d'ombre, moi je préfère montrer ce qui est connu pour le SRAS de 2003. Alors, en tout cas, sa structure est très proche, c'est sûr, par rapport au SRAS qui nous intéresse en ce moment. C'est un virus enveloppé, ARN, de polarité positive. D'accord? Donc il peut être lu directement de 5' en 3'. Et donc on a cette enveloppe avec certaines protéines qui sont des glycoprotéines, qu'on appelle des glycoprotéines S, pour spicules. Les fameuses spicules que l'on voit tous à la télé, ce sont ces pointes aplaties qui forment vraiment toute la surface du virus et qui donnent vraiment sa forme très reconnaissable. Donc ça, c'est des protéines d'enveloppe. Et à l'intérieur, on a en fait une capside qui a une forme un peu particulière, puisqu'en fait elle épouse complètement le génome ARN viral, et notamment son enroulement. C'est ce qu'on appelle en fait une nucléocapside. Donc la nucléocapside, c'est les protéines de capside plus le génome viral, qui est de polarité positive, je le rappelle. Que se passe-t-il ensuite pour le virus? Eh bien le virus va se fixer à un récepteur. Alors il est bien connu pour le SRAS de 2003, c'est le même pour le coronavirus qui nous intéresse en ce moment, c'est le récepteur ACE2. Il y a aussi des corécepteurs, mais le principal c'est ACE2. Et là, que se passe-t-il? Ça commence comme pour l'adénovirus, intégration à l'intérieur d'une vésicule. Et ensuite, rapidement, le coronavirus va fusionner son enveloppe avec la membrane de la vésicule et sortir de la vésicule. Ensuite, il y a libération de la nucléocapside et du génome viral. Donc là, je vous l'ai représenté complètement aligné. Génome viral ARN, orienté et qui peut être lu de 5' vers 3'. Alors vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs étapes pour l'expression de ce génome viral. Première étape, expression là aussi de protéines précoces, et parmi elles, des polymérases qui vont permettre la synthèse d'un antigénome viral. Un brin complètement complémentaire du génome viral initial. À partir de cet antigénome viral, on va pouvoir reproduire de nouveaux génomes viraux ARN complets, dans le bon sens, de 5' vers 3', et puis des ARN messagers, dont la séquence correspond au génome viral ARN, à une partie du génome viral ARN initial. Et ensuite, que se passe-t-il? Donc là, tout se passe dans le cytoplasme. Contrairement à l'adénovirus, tout se passe dans le cytoplasme, le noyau n'intervient pas directement. Les ARN messagers vont être traduits en des protéines d'enveloppe, ici en violet, ou des protéines de la capside, en vert. La nucléocapside va s'assembler dans le cytoplasme, et les protéines d'enveloppe, elles vont rester sur la membrane de la vésicule, ou du compartiment. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, la nucléocapside va pénétrer à l'intérieur de la vésicule en repoussant la membrane. Et en repoussant la membrane, elle va créer une vésicule dans la vésicule. Et donc, en fait, on a une double vésicule. Une première vésicule ici, avec la nucléocapside, et puis des protéines d'enveloppe sur la membrane de la vésicule, dans une plus grosse vésicule. Et ensuite, la vésicule migre sur la surface de la cellule, et va fusionner avec la membrane plasmique. Et en fait, elle libère des virions complets. Vous avez bien compris que finalement, cette vésicule interne, ce n'est rien d'autre qu'un futur virion, avec la nucléocapside, les protéines de capside plus le génome viral, et puis la membrane de la vésicule, qui n'est rien d'autre que la future enveloppe du virion, avec les protéines virales d'enveloppe. Et voilà comment se réplique donc le coronavirus. Donc au final, qu'est-ce qu'un virus? On a vu, c'est un agent infectieux de très petite taille. Il dispose de son génome propre, qui va finalement lui permettre
eh bien, de détourner des processus normaux de nos cellules pour se répliquer, pour se multiplier. Il réutilise les ressources des cellules. Il réutilise la machinerie de réplication, la machinerie de transcription, de traduction de la cellule. Et donc ça lui permet de répliquer son génome et de produire de nouvelles protéines virales pour reformer de nouveaux virions complets. Alors vous avez vu que, par contre, la réplication virale, ça prend des modalités très différentes en fonction du type de virus. Aussi, ça dépend du type cellulaire infecté. Et donc, la variété de tous ces mécanismes rend tout ça assez compliqué à comprendre. Alors heureusement, depuis 50 ans, on les comprend de mieux en mieux. Pour certains virus, et notamment le VIH, et pour le traitement du sida, on a pu développer des antiviraux, etc. Pour d'autres virus, il faut développer des vaccins. Mais voilà, si on veut cibler spécifiquement la réplication virale, ce sont des processus complexes qui demandent un certain temps de recherche. Voilà. Mais les choses avancent, heureusement. Et voilà. Alors je vous remercie. Voici les quelques sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et merci.